Salut la team Billion Keys. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter les conseils et les clés de la réussite selon Patrick Videra et Stéphane Moya, entraîneurs et gérants de la communication du club de Furiani. C'est parti. Alors, salut à vous trois, donc Patrick Videra, Stéphane Moya et Anthony Vivian, des Titi du PSG. On va parler de Furiani, parce qu'on a Patrick Videra, donc, qui est l'entraîneur du club de Furiani, Stéphane Moya, qui est un peu l'homme à tout faire, même s'il s'est catégorisé comme gérant de la communication du club, et donc de notre partenaire des Titi du PSG chez Big Keys, Anthony Vivian. Alors Stéphane, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle dans le club concrètement pour que on comprenne vraiment ce que tu fais ici et ensuite on ira un peu plus précisément dans l'interview. Moi, je m'occupe au club de ce qui est en gros la communication des réseaux sociaux, de tout ce qui concerne Facebook, Twitter, Instagram. Donc, je gère aussi toute la partie partenariat du club, donc sponsoring. Et après, à côté de ça, avec Patrick, je donne un petit coup de main à l'arrivée des nouveaux joueurs quand ils débarquent, qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature, quoi, pour les loger, s'ils ont besoin au début, quoi, de les guider un petit peu dans la ville. Et voilà, ça c'est mon rôle principal au club. Ok, bah c'est parfait. Maintenant, je vais vous poser la même question à tous les deux. Finalement, quelle est la clé pour réussir en tant qu'entraîneur, donc pour Patrick, et donc dans ton rôle d'intégrateur dans le club de communication, quelles sont les clés pour réussir dans ces métiers-là? Patrick. La clé de la réussite, tu peux pas le dire, il n'y a pas de recette miracle. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que avoir des gens forts au sein du club, c'est super important. Avoir un staff aussi qui est solide, c'est super important. Voilà, avoir des personnes compétentes. Stéphane vient de le dire, aujourd'hui, pouvoir accueillir des garçons qui viennent du continent pour pouvoir leur trouver un appartement le plus rapidement possible. Voilà, c'est toutes des petites choses qui font qu'aujourd'hui, le joueur va être performant parce qu'il se sent bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, moi, personnellement, voilà, on essaye de les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'occuper simplement du terrain. Et parce que c'est souvent ça, quand le joueur est bien dans sa tête, aujourd'hui, il est trop présent sur le terrain. Mais ça, c'est être entouré des bonnes personnes qui permettent à tous l'intégration d'un joueur dans le groupe. Dans un club, tu sais, ça va aujourd'hui, tu as le président qui est derrière, voilà, qui évidemment est une personne fantastique, qui est près de ses joueurs. Tu as un directeur sportif qui est la même chose. Voilà, et aujourd'hui, ce qui est important, je pense au sein de mon club, je vais parler de Furiani aujourd'hui, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord parce qu'on se dit les choses, mais on réfléchit. Aujourd'hui, on a plusieurs cerveaux à réfléchir et c'est toujours dans le même but. Voilà, dans le but de faire progresser le club. Voilà, c'est simplement ça. Aujourd'hui, le cas personnel de Patrick Videra, de Stéphane Moya, de Philippe Ferron, qui est le président, de Lulu Casanova, qui est le directeur sportif, peu importe. Voilà, c'est aujourd'hui, on a un objectif commun qui est le club, de le faire avancer. Et ça, c'est super important. Après, des fois, je t'avoue, des fois, on n'est pas d'accord. On se dit les choses, mais 5 minutes après, on passe rapidement à autre chose. Et je pense que c'est une force aujourd'hui à l'AS Furiani. Ben, c'est totalement normal aussi d'avoir des points de divergence sur certains sujets. Dans un club, quand on est plusieurs, avoir des avis différents sur le foot, c'est normal. Stéphane, donne-nous aussi tes clés de la réussite donc, dans ton métier de communication. Patrick a dit beaucoup de choses et quasiment l'essentiel, mais pour faire une synthèse, en fait, on est dans le même bateau. Et si on ne tire pas tous dans le même sens, on n'arrivera pas au même endroit. Et voilà, aujourd'hui, moi, mon rôle, comme j'ai dit, c'est chargé de communication. Mais si on prend un chargé de communication lambda d'un club, il ne fait pas ce que moi je fais. Moi, je suis vraiment en lien avec le staff, très proche du staff. Quand ils ont besoin, par rapport à un joueur, il y a un besoin particulier, on m'appelle. Quand moi, j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle. Et ce n'est pas nécessairement son rôle.
Les appartements, tout ça, des fois, je sais que je le pollue un peu avec ça parce que c'est pas son rôle, il a d'autres choses à penser. Inversement, ça revient sur moi, sur d'autres choses. Mais c'est comme ça. C'est un club aujourd'hui, c'est un club amateur, 450 licenciés, c'est un club familial. Et on a un fonctionnement qui est à la fois familial et à la fois quasiment proche du monde pro parce que ils font un travail, le staff fait un travail au club qui est phénoménal. D'ailleurs, vous Le n'êtes club pas que nous sommes, c'est phénoménal. Vous n'êtes pas si loin du monde professionnel, hein, vous êtes en National 3. C'est pas si loin d'ailleurs du monde professionnel qui a deux, trois divisions quasiment. Alors, on a Anthony Vivien qui est avec nous des Titi du PSG. Il va vous expliquer pourquoi il est là et quel est son rapport du coup avec Patrick et avec le club de Furiani. Bah oui, déjà que leur expliquer à eux, mais expliquer aussi au grand public qui aura l'honneur de visionner cet échange, de comprendre un peu pourquoi le pourquoi du comment de la présence du PSG aux côtés d'un club insulaire. Tout simplement, le club de Furiani a eu l'habitude, ou aura peut-être encore l'habitude d'accueillir des jeunes passés par le centre de formation du Paris Saint-Germain. Et le dernier en date était Jordan Diakiese. Donc voilà, je tenais vraiment à être présent pour cet échange puisque en tant que président de l'association des Titi, je représente un partenaire de Beyond Keys et quand j'ai su que voilà cet échange allait avoir lieu, il me paraissait légitime et puis même important de pouvoir échanger à ce sujet-là un an après. Puisque c'est bientôt la date anniversaire que Jordan nous a quittés et savoir comment on vit la chose à Furiani parce que nous on l'oublie pas notre petit Jordan, notre Jorko. Voilà, savoir tout simplement l'après suite à son départ, en gros ce qui a été mené au club. Si vous y pensez toujours, je sais qu'il y a un maillot qui est encadré dans vos structures et puis voilà ce qui s'est mis en place pour faire suite à cet événement tragique. Je vais laisser la parole à Patrick parce que on était tous proches de Jordan, mais Patrick avait un rapport particulier avec Jorko, donc je vais laisser d'abord la parole à Patrick. C'est toujours compliqué. Anto, de parler de Jordan, moi, tu sais très bien, aujourd'hui, ça restera, moi, je l'oublierai jamais. Aujourd'hui, quand tu dis il y a un maillot de Jordan, il est dans les vestiaires des garçons. Jordan, il est tout le temps avec nous. Sur mes séances, il y a toujours Jordan. Je l'ai toujours regardé aujourd'hui sur ma feuille des séances que je prépare tous les jours. Aujourd'hui, voilà, j'ai toujours son maillot dans mon sac, voilà, sur des choses. Moi, c'est un garçon qui a été extraordinaire ici, qui a donné une image de l'être humain qui était fantastique, du joueur de foot qui était aussi incontestable. Voilà, après, ça va faire un an, voilà, mais moi, je sais que je l'oublierai jamais. Voilà, je me répète, c'est dur, c'est comme ça. Je sais qu'il y a des garçons qui souvent sortent des anecdotes avec lui parce qu'il était aimé de tous, il était incontestable ici en Corse. Mais voilà, c'est ne pas l'oublier et en même temps, on est obligé de continuer à vivre. Mais voilà, moi, il sera toujours personnellement, voilà, et ma femme, elle sait, mes enfants, ils savent, il sera toujours personnellement tout le temps avec moi. Après c'est comme ça, voilà, ça a été à un moment donné très compliqué, tu vois, même par rapport au groupe. Parce qu'il était proche de tout le monde. Mais voilà, on a perdu quelqu'un de notre famille parce qu'il faisait partie de notre famille, même s'il a joué simplement ici un an. Mais voilà, il y a des garçons, je vais te dire une bêtise, qui ont joué 3 ou 4 ans ici, qui ne laisseront pas l'empreinte que Jordan a laissée ici avec nous. Hein.
Mais voilà, Surtout qu'il vient directement de Paris, c'est ça. C'est un joueur que vous avez accueilli ici, vraiment, qui n'était pas dans son environnement. Il avait. avait. Vas-y, Anto. Ouais, il avait malheureusement été laissé libre par le PSG comme bon nombre de talents que nous avons au centre de formation ici. Après un titre après une victoire au tournoi de Toulon avec l'équipe de France U20. Donc ça avait été très surprenant de voir Jordan quitter le club. Derrière, il n'a pas pu rebondir comme il l'aurait souhaité, comme il l'aurait mérité. Après, la faute à pas de chance, la faute à l'entourage, des contacts qui arrivent d'autre part. Et voilà, il a bourlingué un petit peu. Il y a eu un pays de l'Est, il y a eu la Suisse, dans des divisions mineures. Et je me souviens que Patrick m'avait contacté. Il est toujours à l'affût du moindre joueur talentueux, très connaisseur, très pointilleux sur les détails. À chaque fois qu'il rencontrait l'équipe réserve du PSG, il aimait bien me demander des renseignements. On voit qu'il prépare, que ce soit le recrutement, les matchs. Et quand il m'a demandé ce qu'il pensait de Jordan, je lui ai dit, vas-y, fonce, quoi. Fonce. Souvent, on met des étiquettes sur les jeunes du PSG, foot banlieue, black, beurre, qui vont pas forcément savoir bien s'adapter à un autre milieu hors que l'Île-de-France. Et puis on a l'image aussi de la Corse, se dire est-ce qu'ils seront bien accueillis, peuple refermé sur lui-même, etc. Et là, quand je savais que Patrick était à la tête de Furiani, et avec la personnalité de Jordan, mais je savais que ça allait matcher direct. Je savais que c'était Patrick et le club de Furiani. Je savais que la structure allait le remettre en avant et sur le devant de la scène, et c'est ce qui s'était passé. Et je crois qu'il avait fait en plus une saison plutôt remarquable qui allait peut-être lui permettre de rebondir encore à l'échelon supérieur. Et c'est pas peut-être, c'est qu'il avait. Je suis pas étonné de sa réussite. Un accord avec des clubs de deux divisions au-dessus, donc il allait rebondir. Il avait la possibilité de retrouver même le monde pro, mais ça a été sa volonté d'y aller crescendo parce qu'on lui proposait un poste de numéro 1 aujourd'hui en national. Mais voilà, c'était après le footballeur Anto, c'était incontestable. Et c'est vrai que des fois, on se regardait, c'était un garçon qui était formaté pour le haut niveau, tu vois. Et souvent, on s'est eu au téléphone et je te posais la question, comment ça se fait qu'un garçon comme cela, il a pu atterrir à Furiani? Parce que c'est la réalité, tu vois. Parce qu'il était tout ce qu'il faisait, tu sais, même dans sa préparation de match, dans sa préparation d'entraînement, dans la prévention avant les entraînements, c'était un garçon qui était formaté pour le haut niveau. Tu le sentais, voilà. Tu vois, il avait cette culture de garçon de dire, voilà, c'est un joueur de haut niveau. Voilà. C'est ce qui se disait dans les tribunes à Furiani. Je me rappelle, ça faisait 3 matchs à domicile. Au bout du 3e match à domicile, il y avait des gens dans les tribunes qui venaient me demander, mais qu'est-ce qu'il fait à Furiani? Au bout du 3e match, qu'est-ce qu'il fait là? Les gens se posaient la question, il s'est trompé de club ou il devait aller au Sporting? Enfin, les gens se demandaient qu'est-ce qu'il faisait là. Ouais. Parce que c'était très haut, quoi. Et toi, Stéphane, en tant que gérant de la communication, comment tu gères un événement de cette ampleur? C'était compliqué aussi pour moi parce que moi, je l'ai installé. C'est moi qui suis allé avec lui pour l'appartement, c'est moi qui l'ai mis en place dans son logement. Et malheureusement, c'est moi qui me suis occupé de vider le logement parce que Jordan, moi, l'image qu'on a, c'est son sac à dos. Il est parti pour le confinement avec un sac à dos. Toutes ses affaires sont restées ici. D'ailleurs, on a reçu son frère qui est venu avec un ami après que le Covid soit un petit peu calmé pour récupérer ses affaires. Et c'est vrai que pour moi, ça a été compliqué parce que moi, je ne vivais pas les déplacements avec lui, tout ça. Je le voyais qu'à l'entraînement, pendant les matchs. Mais on s'attache vite à des gens comme lui parce que quand on le voit, il ne parle pas beaucoup. Après, dans le vestiaire, c'est encore un autre garçon. C'était la folie du vestiaire à la fin des matchs. C'était le cri de la fin. C'était pas possible. C'était pas le même garçon. Il est
pendant une causerie du coach, on l'entend pas, il parle pas, il dit rien. On allait à droite à gauche à la buvette, on l'entendait jamais. Dans le vestiaire, c'était pas le même Djorkaeff, c'était un autre. Mais Anto, il le connaissait très bien. Parce que moi, quand Anto, il me le présente, parce qu'il sait très bien qu'on était proches, et quand je lui demande des renseignements à Anto, Anto, il m'a dit de suite, Pat, en plus, c'est un ambianceur de vestiaire, c'est celui qui, à un moment donné, va mettre l'ambiance, c'est celui qui… Voilà, il voyait le coach arriver, il n'y avait pas un mot, et dès que le coach, il fermait la porte du vestiaire, c'était le premier qui faisait crier tous les autres, quoi, tu vois. Donc, et c'est vite adapté. Je pense que il vous le doit aussi, parce que s'il avait gardé cet état d'esprit qu'il avait toujours eu lorsqu'on l'a suivi pendant 6-7 années au PSG, de pouvoir exprimer sa joie. Je ne sais pas si vous avez eu le droit à ces danses après des victoires, mais s'il était aussi heureux que ça, après avoir connu la galère sur les 2 saisons précédentes avant de vous rejoindre, c'est que vous le devez aussi, c'est que vous avez mis tout en œuvre pour bien l'accueillir. Et c'est là où je veux que les métropolitains l'entendent, c'est que le peuple corse, c'est pas que les bagarres des supporters de Bastia, les derbys Bastia-Ajaccio, il y a autre chose. On sent que vous avez le cœur sur la main et que un petit blague de la banlieue parisienne, s'il se sentait dans ses baskets autant qu'on a pu le ressentir pendant un an, c'est que vous y étiez pour beaucoup. Donc rien que pour ça, un grand merci, et restez tel que vous êtes, et ça dépasse l'aspect purement sportif là. C'est là où on voit que le football peut aussi drainer ces valeurs-là, et voilà, c'est là où on reconnaît la Corse, quoi. Donc chapeau, quoi. Bravo à tous. Merci. On va passer à la suite. Je sais que c'est un sujet qui est intense, mais on doit continuer. Donc, vous avez parlé du Covid, justement. C'est une période très compliquée. Alors, Patrick, comment, en tant qu'entraîneur, on gère une saison pareille avec seulement quelques matchs officiels de Coupe de France et un arrêt de saison, finalement? Comment on gère les entraînements? Comment on gère son effectif? Comment on reste? Comment on les garde éveillés pour la saison prochaine, pour la suite? Tout ça. Comment tu peux gérer ça? ça a été très compliqué aujourd'hui. Ce que je vais te dire, ça a été compliqué pour tout le monde, hein. Je ne vais pas inventer quelque chose. Première chose, et je veux qu'on retienne ça, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir un groupe de garçons. Malgré les difficultés, c'est un groupe, même si de temps en temps ils ont besoin qu'on leur tire les oreilles, mais c'est un groupe travailleur, c'est un groupe qui a eu un comportement exemplaire pendant cette période qui a été très compliquée. Nous, cette année, on avait un groupe qui était compétitif. Même aujourd'hui, on est resté invaincu. En championnat, on était premier. En Coupe de France, on s'est fait éliminer aussi face au Gaz, au penalty. J'ai un groupe qui a des valeurs qui sont extraordinaires. Peu importe, quand on a été mené, on a toujours su revenir à la marque et puis aller gagner les matchs. Voilà, comme je leur ai dit, il va falloir voir le côté positif, même si c'est difficile. Donc aujourd'hui, je leur ai dit, les garçons, nous, au lieu d'abandonner et de tout arrêter, peu importe, c'est possible qu'on ait une saison sans match, mais on va continuer à s'entraîner. Parce que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on en est à 107 séances. Quoi qu'il arrive, ces 107 séances, elles doivent nous permettre de continuer à progresser. Voilà. Et quoi qu'il arrive, on aura 107 séances de plus que les autres l'année prochaine. Ouais, voilà. Ces séances-là, elles ne sont pas perdues. Voilà. C'est du travail. Alors évidemment, il n'y a pas de match. Exactement ça. Alors, on a mis différentes choses en place. Au début, ça a été sur des séances aussi qu'on a pu faire, des séances de renfort où on était en visio. Il y a eu des séances sur le terrain, on était en demi-groupe. Il y a eu des séances ensuite où on a pu travailler avec le groupe entier. On a toujours trouvé des solutions où on leur avait mis des GPS et tous individuellement. Ils avaient des séances de course à faire. Aujourd'hui, on n'a pas perdu notre temps et c'est ce que je leur explique. Et tous individuellement, quoi qu'il arrive, ils ont progressé. Voilà. Et c'est mon objectif parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes joueurs et il ne fallait pas que ce soit une saison de perdu. Voilà. Ça a été difficile, je leur accorde, je leur ai dit c'est ça.
Mais alors, comme j'aurais dit, soit aujourd'hui, on abandonne et on se dit c'est difficile et donc on reste à la maison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en restant à la maison, c'est mieux pour nous? Bah non. J'ai dit, on va prendre le côté de l'autre côté. On va prendre la chose de l'autre côté. On va se dire, les gars, on va continuer à travailler dans un premier temps individuellement, chacun de son côté. On se reverra un peu plus tard quand le Covid, il sera beaucoup mieux. Mais nous, voilà, comme je te l'ai dit, nous, réellement, on n'a jamais arrêté. Et encore, on est sur une période, aujourd'hui, on s'entraîne 5 fois par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et je leur laisse le week-end de repos. Voilà. Et toi, Stéphane, comment on gère ça dans la communication d'un club pour laisser le sentiment d'appartenance aux gens qui suivent le club? Parce qu'au final, quand l'équipe ne joue pas, l'équipe n'existe plus quasiment. Ouais, c'est compliqué parce qu'on a un réseau de communication qui est quand même, je veux dire, il est suivi. On communique énormément et bon, ça a été difficile, donc on a continué quand même à communiquer un petit peu sur la vie du club. Après, ce qui est très compliqué et ce qui va être très compliqué, c'est maintenant, c'est les partenariats, la recherche de sponsors. Ça va être très très compliqué parce que au final, bon, les clubs ils ont souffert, mais nous, nos partenaires, pour la majorité, c'est des bars, des restaurants, des cafés, des hôtels. Et tout cela, ils ont morflé. Donc, comment nous, cette année, on va pouvoir retourner leur demander de nous aider, alors qu'eux, ils sont dans la même demande que nous, qu'on les aide. Donc, ça va être compliqué. Maintenant, comme l'a dit Patrick, au niveau sportif, eh ben, on va s'accrocher. Et ben, niveau financier, on va s'accrocher et on va aller au combat, quoi, je veux dire, parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, c'est ça. On est un petit club. Quoi qu'on en dise, on est un petit club. Et voilà. Donc, justement, on associe Furiani à un plus petit club que le Sporting. Comment on vit la chose, vous qui n'avez pas eu de compétition de l'année, alors qu'à côté, c'est la grande fête pour la montée en Ligue 2. Est-ce qu'il y a un sentiment de frustration, de jalousie? Est-ce qu'il y a une véritable concurrence avec le Sporting? Comment ça se passe? Moi, je vais répondre à cette question. Aujourd'hui, personne ne pourra rivaliser, surtout en Corse, par rapport à Bastia. Bastia reste Bastia, le Sporting reste le Sporting. Et aujourd'hui, c'est une très bonne chose pour le football corse, aujourd'hui, que le Sporting puisse même, je l'espère, dans les prochaines années, même être en Ligue 1. Parce que retrouver un centre de formation, c'est important, pouvoir reformer des jeunes joueurs corses. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque génération, allez, en étant gentil, il y en a 2 ou 3 qui vont sortir, mais le reste, ben, ça va être le vivier à un moment donné qui va pouvoir aller à Furiani, au Gallia, au Gazélec, peu importe. Nous, on a travaillé main dans la main avec eux et je tenais à les remercier parce qu'aujourd'hui, que ce soit le président, que ce soit aujourd'hui le staff technique, voilà, on a travaillé ensemble sur pas mal de séances, on a fait beaucoup de choses en commun. Donc, il n'y a aucune rivalité. Et même aujourd'hui, ils nous ont tendu la main, on les a aussi aidés à notre façon. Mais voilà, s'il y a eu une certaine rivalité dans les années précédentes quand j'étais pas là, excusez-moi, peut-être, je sais pas. Mais aujourd'hui, vraiment pas. D'ailleurs, on est très content de leur réussite. Ce qu'il faut comprendre en Corse, c'est que même si on a, en tant que joueur, on porte le maillot de Fouriaille, ou en tant que dirigeant, on a le survêtement du club de Fouriaille, on est toujours supporter du Sporting Club de Bastia. Quel que soit le club autour du Sporting, on est tous supporters du Sporting. Le Sporting, c'est les supporters purs du Sporting le disent, c'est le club de la Corse. Et malheureusement, pour d'autres, c'est la vérité. C'est comme ça, c'est une histoire. Et on est tous pour que le Sporting il soit au plus haut. Le Sporting, ce n'est pas sa place, la Nationale 3. La Nationale 2, ce n'est pas sa place. La Nationale, ce n'est pas sa place. C'est le pro. D'ailleurs, vous les avez affrontés en Coupe de France et vous les avez éliminés au tir au but. Ça devait être un moment incroyable. Quel souvenir on garde de ça? Bon, moi, j'avais prévenu le coach que j'allais l'éliminer, donc je lui avais dit. Donc, tu savais, lui. Donc voilà, donc après, et je lui répète souvent aujourd'hui, je pense ça a été bénéfique pour eux, parce qu'ils ont pu se concentrer essentiellement sur le championnat. Donc
donc voilà, je lui ai dit de prendre ce côté positif de son élimination. Après, voilà, moi personnellement, on a éliminé le Sporting, certes, mais quand j'ai joué le Sporting, j'étais autant content d'éliminer la Balagne aussi. Voilà, j'avais pas une motivation suprême par rapport au Sporting, ou peu importe, j'avais la même motivation contre le Gaz. Et aujourd'hui, alors peut-être, je vais rien te cacher, aujourd'hui, j'ai pas mal de garçons qui ont joué au Sporting. Donc c'est vrai, quand tu joues ton ancien club, tu as toujours un surplus. Voilà, un surplus de motivation. Mais personnellement, on l'a préparé comme si on préparait un match de championnat, sans aucune haine supplémentaire, et simplement vouloir faire un bon match et pouvoir le gagner. Voilà, Au-delà d'une potentielle rivalité, c'est quand même un club de 2 divisions au-dessus que vous avez éliminé. Oui. C'est ça que je veux dire, qu'il doit être un beau moment. Tu sais, moi, ce que j'explique à mes garçons aujourd'hui, je veux pas qu'on se mette de limites. Je suis très difficile et même souvent, j'arrive chez moi, même moi, je me fatigue, moi tout seul, mais parce que je leur demande beaucoup d'exigence, beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration, tu vois. Mais aujourd'hui, voilà, jouer le Sporting, j'avais la conviction qu'on pouvait gagner contre le Sporting, voilà. Après, je vais te dire une bêtise. Demain, je rencontre le Paris Saint-Germain. Je vais jouer le match pour le gagner, même si au niveau, voilà, c'est il n'est pas content. Pourtant, c'est notre club. Mais voilà, demain, je vais les jouer et je me dis que je peux les battre. Voilà. Après, c'est un peu notre forme d'être compétiteur. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis voilà. On joue pour gagner. On va pas en Coupe de France, surtout en Coupe de France. Il n'y a pas moyen de venir ici pour jouer le 0-0 pour faire un bon match. Ce match-là démontre aussi un peu le caractère que peut avoir mon équipe, où on est mené au score 2 fois, tu vois, et contre une équipe qui a 2 divisions au-dessus, on prend un penalty, on nous en refuse un autre, tu vois. Mais ça démontre que j'ai des garçons qui lâchent rien, qui sont capables d'y croire jusqu'à la dernière minute, peu importe l'adversaire, tu vois. Et d'ailleurs, même contre le Gaz. Contre le Gaz, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. Même contre le Gaz, c'est le match que tu revu. Tu vois. Ouais. Voilà. On perd 2-0 rapidement, on fait une entame de match qui est catastrophique. Et en fait, c'est ce côté-là, ils ont des valeurs et un peu ces valeurs aussi que l'on retrouve ici en Corse, tu vois. Où jusqu'à la dernière minute, ils vont rien lâcher et tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Et ça, c'est super important, même aujourd'hui, tu vois, c'est une fierté d'avoir un groupe comme ça, quoi. Est-ce que lorsqu'on dirige un club corse en N1, en N2, N3, semi-pro, on est obligé de faire appel à un recrutement extérieur à Lille pour pouvoir s'en sortir et se maintenir, ou vous pensez que je sais pas, une gestion comme on peut voir à Bilbao ou à la Real Sociedad, comme au Pays Basque, serait possible? Est-ce que vous manquez de joueurs ou voilà? Moi, Anto, je vais revenir à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, chez moi, par exemple, on arrive, j'ai des joueurs qui tournent aujourd'hui sur 26 ans, qui ont été formés tous au Sporting. Le problème, c'est que le Sporting, ils ont perdu leur centre de formation. Et donc, il y a un écart, il y a une génération où maintenant, on n'a plus de joueurs qui ont été formés footballistiquement. Et c'est compliqué. Donc aujourd'hui, te dire, Patrick, tu vas vouloir jouer la montée l'année prochaine en N2, simplement avec des joueurs corses, je pense que c'est pas possible. Tu as besoin, alors aujourd'hui, on en fait une priorité. On veut avoir une ossature de joueurs corses, mais aujourd'hui, les joueurs que l'on va chercher sur le continent, il faut qu'ils puissent te ramener un plus. Si aujourd'hui, le joueur du continent te ramène pas ce petit plus, ça sert à rien, et parce qu'aujourd'hui, un joueur du continent te coûte largement plus cher aussi. Ça sert à rien d'aller chercher un joueur sur le continent. Mais aujourd'hui, on a besoin de ce mixte de joueurs aujourd'hui. C'est pour ça, d'où l'importance que le Sporting puisse récupérer son centre de formation pour aujourd'hui continuer à bien travailler chez les jeunes et pour, à un moment donné, avoir des joueurs corses qui ont une certaine formation. Et d'ailleurs, comment on intègre un jeune joueur aujourd'hui? Vous savez, Bill & Keys, on aime bien gérer tout ce qui est autour, on parle beaucoup de tout ce qui est autour des jeunes joueurs.
comment vous, dans vos rôles respectifs, Stéphane, par exemple, comment toi, quand tu intègres un joueur, tu vas le chercher? Est-ce que tu as une manière différente de faire avec un jeune qu'avec un joueur un peu plus expérimenté? Comment tu fais? Et après, bien sûr, Moi, Patrick. je m'occupe pas. Moi, mon rôle, il n'est pas d'aller chercher des joueurs. Mon rôle, il Non, n'est oui, pas oui. du tout. Moi, c'est dans l'intégration. Moi, Voilà. c'est plus dans l'intégration du club. Voilà, quand le coach, quand le staff récupère un joueur, quand il arrive, voilà, moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est à côté du terrain, tout ce qui est autour du terrain. Voilà. Et c'est ce qu'il disait Patrick tout à l'heure, que le gars, il faut qu'il soit bien dans ses baskets. Et s'il est bien en dehors du terrain, il va être bien sur le terrain. S'il n'est pas bien en dehors du terrain, on va rien tirer parce que s'il n'est pas logé correctement, si il est loin, s'il n'a pas de voiture, s'il est en galère, voilà, il faut les accompagner. C'est un accompagnement aussi à côté. Et aujourd'hui, un club, on ne peut pas faire venir un joueur du continent et lui dire voilà, maintenant, tu habites ici, tu as tes clés, ciao. Moi, ils ont mon numéro de téléphone. Moi, tout l'effectif a mon numéro de téléphone. Je vais dire, s'ils ont quoi que ce soit, ils m'appellent. Parce qu'après, il y a d'autres clubs où ils appellent les coachs, mais eux, ils ont autre chose à penser que, ouais, j'ai pas eu le savon, le machin, où c'est que je vais acheter ici. Non, ils passent par moi. Voilà. Après, on essaie de les responsabiliser aussi, parce que c'est pas le but qu'ils m'appellent du 1er août où ils arrivent au 31 mai. À un moment donné, il faut se responsabiliser aussi. Mais on est toujours là. On est là Voilà. autour, on fait attention quand même. Tu fais la même chose avec un jeune qu'avec un joueur de 26, 27, 28, 29 ans, quoi. Ouais, s'il y a un joueur de 16 ans qui va débarquer, ça va être pareil que pour un joueur de 25 ans. Ouais. Il y a un suivi. Quand même. Et toi, Patrick, comment on va être plus attentif sur un jeune. Oui, oui, c'est sûr. On va être plus attentif sur un jeune. Et toi, Patrick, comment tu sais, moi, comme je t'explique, l'objectif, c'est comme on te l'a dit, c'est qu'ils soient qu'on les mette dans les meilleures dispositions. C'est-à-dire, ça peut aller sur un détail au début quand on est arrivé là. Aujourd'hui, comme je leur explique, c'est des garçons qui n'ont pas eu le cursus qu'ils voulaient, c'est-à-dire être stagiaires, aujourd'hui avoir des ANS et ensuite aller dans le monde pro. Mais aujourd'hui, ça reste des jeunes joueurs qui sont ambitieux et qui ont envie de retrouver le monde pro. Alors, on l'essaie, je vais te dire, ça va jusqu'au détail où, aujourd'hui, il y a un responsable qui s'occupe des vêtements, qui vont plier ses affaires, il va être déposé devant leur casier. À la fin de l'entraînement, ils déposent les affaires et les mettent à laver. Automatiquement, le lendemain, ils reviennent, leurs affaires sont propres. Voilà, c'est du moins de détail. La gourde, elle est pleine, à son nom. Peu importe, on essaye de les mettre dans un confort extrême. Ouais. Voilà. Okay. Mais ensuite, moi, ce que je leur demande, c'est qu'aujourd'hui, leur corps, c'est leur outil de travail. Le kiné, ils ont un kiné tous les jours, ils ont un docteur. S'ils veulent faire de la récup, ils ont de la récup, ils ont les bains froids, peu importe. Voilà. Ils sont dans une structure quasi professionnelle. C'est ça, en fait. On va leur demander de venir une demi-heure avant l'entraînement pour travailler, pour faire de la prévention. Parce que dès que le coach il va siffler, eh ben, la séance, elle va commencer. Et moi, sur chaque séance, je leur demande énormément d'intensité. Voilà. Et c'est ma façon d'être aussi, ma façon de leur inculquer cette exigence, de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, s'ils ont une ampoule, c'est qu'il y a une raison, et que si aujourd'hui ils jouent avec une simple ampoule, demain il va pas avoir le meilleur rendement sur le terrain. Donc c'est surtout ça, voilà. Après, c'est vrai que de temps en temps, et c'est un peu aussi notre défaut, hein, c'est que on les laisse pas assez se débrouiller aussi. Ouais. Tu vois. C'est un peu vos petits. Je vais te dire, cet après-midi, on en a pris 4. On a été à la caisse d'allocation familiale avec les 4 pour s'occuper de certains papiers. Voilà. Mais on est une famille, voilà. On est une famille. Il y a les bons, il y a les mauvais côtés. Ils sont jeunes. De temps en temps, tu as besoin, comme je t'ai dit, de leur tirer les oreilles. Mais voilà, moi, ils savent très bien. Hein, moi, 24 heures sur 24, mon téléphone, il est allumé. S'ils ont besoin de moi, il est 3 heures du matin. Voilà, moi, je suis dispo pour eux et parce que je les aime. Voilà, c'est exactement ça. Tu parlais d'une famille. Est-ce qu'il y a des traditions à respecter lorsqu'on vient jouer à Furiani ou à notre club corse?
Je sais que c'est le cas. J'ai des potes qui jouent au Canet ou en Roussillon. Il y a toujours un hymne avant le match ou d'autres au Pays Basque. Et c'est pareil. Voilà. Est-ce qu'en Corse, quand tu viens jouer à Furiani, tu pourras apprendre un hymne, tu pourras apprendre des mots corse comment ça se passe? Ah ben, nous, quand Patrick, je crois que c'est la première année où Patrick est arrivé, on a eu une saison complète où on a fait pour les éducateurs tout un registre de mots corse, alors qu'ils soient corse ou pas les éducateurs, hein, ils ont eu une formation sur l'année et bon, Patrick, il n'a même pas eu besoin de la formation. Patrick, il a fait tout seul. Il avait une appli, il a téléchargé l'application et tout, hein, et il a des mots, tout ça. Il parle corse, hein, avec des joueurs et tout, il parle corse, il donne. Alors non, nous on n'a pas fait un cadre pour répondre à ta question où il y a des obligations, tout ça. Non, nous on a juste notre devise du club qui est Insa Mesipo, ça veut dire ensemble on peut. Ça, c'est la devise du club et elle est partout. Elle est sur les tableaux de Patrick avant les matchs, après les matchs, en bas, elle est tout le temps notée. Dans mes communications, elles sont notées. Sur nos maillots, c'est noté au niveau du coup. Voilà. Ça, par contre, c'est quelque chose sur lequel on tient. C'est la devise du club, elle y est partout. Moi, quand j'envoie un texto aux joueurs, il y a la devise en bas. Et eux, ils me répondent avec la devise. Donc ça s'est instauré. Et ça, c'est pas mal. Mais sinon, il n'y a pas réellement. La tradition, c'est plus lui qui l'a amené. Hein. C'est la gagne, tout le temps, la gagne. Même à l'entraînement, c'est une bonne tradition. C'est une bonne tradition. Il fait des jeux à l'entraînement. Il a fait des jeux avec celui qui perd à la fin du mois, il paye des pizzas. C'est un truc de dingue. Là, ils ont fait ça toute l'année, pas de compète. La compète, c'était ça. C'est un truc de dingue. C'est Patrick, c'est pas ça. J'aurais aimé être joueur à cette époque. J'ai une question, Stéphane. Toi qui es du cru, peut-être plus pour toi que pour Patrick, mais pour un gamin corse qui tape ses premiers ballons, ça représente quoi pour lui aujourd'hui le football? Le fait de pratiquer le football en Corse, est-ce qu'il y a des grandes espérances ou ça reste du mode du loisir? Ici, tous les gamins ils veulent devenir Neymar sur la région parisienne. Est-ce qu'en Corse, il y a une approche du football totalement différente? Non, il y a une culture football. Hein. Il y a une grosse culture football et bon, à Paris, ils veulent tous être Neymar. Nous ici, tous les enfants veulent jouer au Sporting Club de Bastia. Je veux dire, le Sporting Club de Bastia, c'est pour ça qu'on disait qu'il faut que le Sporting il soit au plus vite, plus haut, qu'ils refassent leur centre de formation, qu'ils reprennent les bases pour que justement ces enfants-là qui rêvent de devenir professionnels aujourd'hui puissent déjà, avant de partir sur le continent, pouvoir déjà intégrer ce centre. Aujourd'hui, on a fêté le titre et quand on a vu les vidéos, il y a des millions d'enfants maquillés. On se rappelle de la finale contre vous à Paris. Le déplacement qu'on a effectué à Paris des supporters, il n'y avait qu'à voir le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, c'était phénoménal. Les gens qui ont amené leurs enfants à Paris. Donc, quand on voit ces images-là, on a tout compris. On n'a pas besoin de savoir s'il y a la culture football. Il y a cette envie chez les enfants de grimper, de monter, de devenir footballeur professionnel. Alors, footballeur professionnel, que ce soit en Corse ou ailleurs, quand on dit qu'aujourd'hui il sort plus de médecins que de footballeurs professionnels, c'est un fait. C'est très difficile, très compliqué aujourd'hui de devenir footballeur professionnel. Il y a cette petite chance, cette petite étoile, mais derrière il y a énormément de travail. Et ça, il faut leur apprendre. On ne devient pas footballeur professionnel en achetant des chaussures à 220 balles. Je dis, non, ça suffit pas, ça faut travailler. Très dur aujourd'hui. Et les deux, pas comme avant. Il y a l'école, et le cursus scolaire et le football. Ça, c'est important. Il y a un stéréotype du joueur corse, tu vois, par exemple, le joueur parisien, il va être technique, habile, vif. Est-ce qu'il y a un dress code, quoi? Voilà, est-ce qu'il y a un profil particulier du joueur corse, physique, je sais pas, grand, athlétique, petit, chauve? Yannick Cahuzac. C'est Yannick Cahuzac le prototype. Tu connais? Ah, bien sûr. Yannick Cahuzac. Non, c'est une blague. C'est une blague. Non, il n'y a pas un stéréotype de footballeur corse aujourd'hui. On va te dire aujourd'hui l'agressivité, la détermination. C'est la grinta. Voilà, c'est la grinta aujourd'hui. Voilà, un peu avoir ces joueurs de tempérament. Aujourd'hui, voilà, le joueur corse est un joueur qui a du caractère. Voilà. Après, souvent, j'ai dit, pour rigoler, j'ai dit Yannick Cahuzac, mais Yannick Cahuzac, il a souvent été catalogué le boucher.
mais Un cette joueur. envie qu'il a quand il rentre sur un terrain, ce garçon, même celui qui n'a pas envie, le jour, il est obligé d'avoir envie. Parce que quand on voit son coéquipier à côté se ruer sur tous les ballons comme il fait, à un moment donné, on n'a qu'une envie, c'est de faire comme lui. Et ça, on n'a pas le choix. Et c'est, voilà, quand je disais Ah, Isaac, c'est dans on a vu, cet vers esprit. Ceylan. Voilà, c'est l'esprit de Grita. Et d'ailleurs, quand tu parlais avant, tu disais la différence entre ouais, la Corse, ça descend et tout. Yannick Cahuzac, quand il était en Corse, c'était un boucher. Quand il est parti signer à Toulouse, et l'année qu'il a fait cette année à Lens, je crois qu'il n'a pas pris un carton rouge. Non. Et d'ailleurs, il est capitaine de Lens. Il a été encensé, il a fait énormément de progrès. Et voilà, mais c'est cette grinta qui fait que le joueur corse, c'est ça, quoi. Et j'ai une dernière question. Je sais qu'on doit libérer Patrick très vite, très vite. Tout à l'heure, vous parliez de la gagne. Vous avez obtenu des excellents résultats au début de saison, 4 victoires et un match nul sur les 5 premiers matchs avant l'arrêt des championnats. C'est quoi vos ambitions donc à court terme et à long terme? Moi, je veux qu'on se mette pas de limite. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que je leur inculque à l'entraînement, même un jeu d'entraînement, je veux qu'ils le jouent pour le gagner. Voilà. Bien sûr que j'espère que l'année prochaine, on fera une équipe compétitive pour pouvoir aspirer à pouvoir jouer les premiers rôles de ce championnat-là. Donc, c'était notre ambition et je n'ai rien à cacher déjà cette année. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Furiani mérite de retrouver le championnat de N2 qu'on a perdu depuis 2 ans. Ouais. Et toi, Stéphane, t'as d'autres ambitions, des ambitions plus cachées ou vous travaillez, comme tu l'as dit, tous avec le même projet? Patrick, ce qu'a dit Patrick, oui, on rêve tous de retrouver déjà d'une part le National 2, et comme il dit, pourquoi pas plus haut? Pourquoi se fixer des objectifs en football comme dans la vie de tous les jours? Je veux dire, il faut être ambitieux. On est un club qui a beaucoup grandi en très peu de temps malgré tout, grâce d'ailleurs aussi à l'arrivée de Patrick et du staff, de tout le travail qu'il effectue au quotidien pour le club. Et donc maintenant, on est sur une pente ascendante et il ne faut pas redescendre, quoi. Il faut rester où on est, essayer de voir plus loin, de se projeter un petit peu. Et pour ça, il faut anticiper aussi, parce que ça passe par l'anticipation. Par le travail et l'anticipation et le talent. Écoutez, merci à vous deux. J'ai pas la question. Ça ne vous aide pas à chaque fois d'être basculé dans une poule nord, d'avoir des trajets jusque dans le nord de la France et d'un point de vue logistique, fatigue, vous n'auriez pas préféré pouvoir jouer sur la Côte d'Azur? Je ne sais pas, Otto, personnellement, je ne sais pas parce que ce groupe du Sud est très compliqué aussi. Et bon, il y a énormément de rivalité. Tu vas jouer des matchs coup près tous les week-ends. Alors que des fois, tu te dis, est-ce que c'est pas mieux d'aller un peu plus loin et de chercher à plus jouer au football qu'aujourd'hui faire des matchs de guerre tous les week-ends. Donc, après, bien sûr que tu perds beaucoup plus d'énergie souvent sur les voyages, mais un dans l'autre, je te jure que si tu me demandes, j'espère, c'est tout le mal que je nous souhaite de pouvoir retourner en Normandie, de pouvoir retourner jouer contre ces clubs-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, on sera en N2 et ça sera une bonne chose. Après, voilà, moi, comme je dis aux garçons, je dis on va se donner les moyens de pouvoir le faire. Mais si demain on n'y arrive pas, ben voilà, c'est le foot qui est comme ça. Et puis on pourra rien nous reprocher parce que je sais qu'on va travailler énormément et on va tout faire pour remettre le club là où on l'a trouvé il y a 2 ans. Et c'est vrai, comme dit Patrick, je pense qu'on est tous unanimes sur le fait de retrouver une poule nord. Ça nous a pas gênés. C'est vrai que dans la logistique, c'est assez compliqué. Les billets d'avion, le bus, les voitures de location, ça a été compliqué. Le déplacement à Saint-Malo, à Saint-Brieuc, c'est loin. Mais au final, même les gens qui venaient au stade, on a vu un beau championnat. On a vu vraiment un beau championnat. Alors, je dis pas que le championnat Poule Sud, il est pas beau. C'est pas ça. Mais il y a de très belles équipes. Mais comme le dit Patrick, c'est des matchs différents. C'est un peu plus complexe. Mais tu sais, avant, il y avait l'occasion, même je pense que le Sporting
même en N3, ils avaient la possibilité de jouer dans le Nord. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'avec maintenant la N3, elle est devenue aussi régionale. Mais auparavant, et aujourd'hui, si on avait la possibilité de jouer en N3 à Dieppe ou peu importe, je te le garantis, j'aurais préféré jouer là-bas. Ah ouais, c'est ça. Vous avez envie de retrouver les terrains, de retrouver les matchs en jeu et de vous battre pour monter, quoi. C'est ça. Mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour l'année prochaine. Et bon, je pense que ça va enfin reprendre. Vous allez pouvoir préparer la saison comme il se doit et continuer sur ces belles promesses que vous avez faites au début de l'année 2020-2021. On a Merci. déjà commencé à préparer, on a déjà préparé, ça fait déjà 8 mois qu'on a préparé. Donc, On est dans le starting block. Ouais, ouais. Et ben écoutez, c'est bientôt l'heure du départ, c'est bientôt le moment crucial. Merci à vous deux, merci à Anthony aussi. J'ai une dernière chose à montrer à Patrick, qui s'adresse à la fois à Patrick mais à Jordan. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est ce qui avait été tendu au dernier jour de Jordan parmi nous, et ça s'adresse aussi à Patrick. Il faut que tu amènes-le un peu plus vers nous. Pardon. On va faire comme ça. Attends. Ah, Titi un jour, Titi pour toujours. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit. Titi un jour, Titi pour toujours. Voilà, c'est ce qui a été tendu au-dessus de la maison actuelle de Jordan. Voilà. Et ça reste à toi aussi, Patrick. Toujours dans notre cœur. Et pour Patrick aussi. Merci à vous, et tu le sais que ça restera un club qui est à part même pour moi, et même s'ils peuvent me rendre fou devant ma télé aussi, hein. Mais voilà, c'est comme tu le dis, c'est Titi un jour, Titi pour toujours, ça c'est clair et net. Mais écoutez, merci messieurs, Et chez nous, donc il y a Titi un jour, Titi pour toujours. Et pour Jordan, c'est resté Fourianink un jour, Fourianink ou toujours. C'est ça, Steph. À bientôt les gars. À bientôt. À bientôt. Merci en tout cas. Merci à vous trois. Ciao, merci à vous. Ciao. Bonne continuation pour la saison prochaine. Merci. Merci. Salut. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.